Et donc, on va créer, à partir des maquis de Haute-Savoie, et notamment de la Haute-Vallée de l'Arve, le bataillon du Mont-Blanc. Alors, ce bataillon du Mont-Blanc, au début, il est commandé par Nérinck, qui était un Belge qui commandait la résistance sur Bonneville. Ce bataillon du Mont-Blanc, il a 3 compagnies, il a 3 sections d'éclaireurs skieurs. Alors, pareil, toujours les super éléments qui vont rentrer là-dedans, tous ceux qui connaissent la montagne par cœur. Et on va avoir des rapports sur eux. Alors, l'équipement, il est disparate. L'armement, il n'est pas transcendant. Par contre, les radios, les liaisons, le ravitaillement et tout ce qui est véhicule est satisfaisant. Et ça suffit bien pour tenir ce massif du Mont-Blanc. Alors, ce massif du Mont-Blanc, eh bien, il a un point névralgique, c'est ce fameux téléphérique. Le téléphérique qui part des pèlerins, qui doit monter au col du Midi pour après éventuellement même rejoindre l'Aiguille. Alors, ce téléphérique, on va vite raconter, pas son histoire, mais montrer quelques photos. Voilà le dernier tronçon qui n'a pas été terminé avec le fameux pylône de l'éperon. Alors, le câble est encore monté, et qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste surtout les câbles de service. Un premier câble va partir de la gare des Glaciers, arriver sur ce pylône. Il faut descendre de la plateforme. Vous avez vu la plateforme tout à l'heure, c'est quand même difficile. Se mettre sur une deuxième plateforme et partir avec la suite du câble pour arriver au sommet. C'est quelque chose qui est assez périlleux. Voilà l'arrivée sur un gendarme au col du Midi, on a arrimé le câble et voilà la passerelle où il faut décharger. Et tout à l'heure, vous verrez qu'on va se l'utiliser encore, on va décharger du matériel. Enfin, voilà une vue impressionnante. Eh bien, la vallée en bas, on monte, le rebord fait 20 cm, on cale les pieds, on se tient. On n'est pas attaché. D'ailleurs, avant-guerre, le directeur de la ligne, il y a eu un arrêt brusque, il était dessus, il a fini en bas. Voilà. Je ne sais pas si on l'a retrouvé, mais il a fini en bas. Et là, en plus, il fait froid et c'est gelé. Et vous avez vu dans le petit film, c'était déjà quelque chose. Mais s'il n'y a pas ce câble, les Allemands ne vont rien tenter. Par contre, il y a le câble, et bien on va voir. Et bien voilà, une photo qui fait plaisir à M. Charlet, c'est son père, qui était au bataillon du Mont-Blanc. Alors là, on voit que c'est encore disparate. Grosse botte en paille allemande pour tenir le froid, grosse veste fourrée en peau de mouton allemande, grenade allemande, fusil Mauser et un casque de motorisé français. Voilà, c'est le motorisé du Mont-Blanc, et on voit que là-haut, il veille bien, au col du Midi. Alors ce bataillon du Mont-Blanc va prendre une devise toute droite, tout droit, la devise déjà du BCHM d'avant-guerre, et on va faire cet insigne en alu que tous les membres du bataillon vont posséder. Et ce bataillon va surveiller la frontière. Mais ce bataillon, il va avoir quelques petits problèmes. Alors voilà nos sections d'éclaireurs-skieurs, il y en aura 3. J'ai 3 photos, une section est très connue, la section Rachel, dont on va revenir dessus. Par contre, les 2 autres sections, section Andaille et section Corse, je n'arrive pas à savoir qui a fait quoi. Donc si des gens ont des informations là-dessus, ça serait génial. Une autre section était commandée quand même par Mertens, qui était un champion de ski mais notoire, avant-guerre, notamment au 9-9 Eria. Alors on passe notre temps à faire quoi? Du ravitaillement. On ravitaille les postes d'altitude. Alors on ne va pas tenir tout, c'est avant tout le col du Midi, le Requin, le Montanvert. On fait des corvées de ravitaillement qui depuis le Montanvert vont monter au Requin, et qui après vont pousser sur le col du Midi. Ou alors on utilisera également le téléphérique. On fait des reconnaissances en haute montagne, qui est ici. Et alors je crois que c'est M. Droubet qui est parmi nous qui a dit qu'il avait pris la photo. Ouais, on vous restreindre, elle est un peu floue. Non. Bravo. Bravo. Et peut-être, m'a dit que c'est peut-être Jacques qui est derrière. Voilà ces reconnaissances, et puis parfois il y a des blessés, il y a de la casse, et là on les évacue. Est-ce que c'est un traîneau pour chier peut-être? Les pots de phoque ça va tenir, les bâtons, et on évacue le blessé en autre altitude. Monsieur Droubet, vous avez votre photo aussi, parce qu'il a voulu utiliser le traîneau. Et puis quand on est de repos, on descend au Montanvert, et là on lézarde bien. C'est dommage que certains ne soient plus là, parce qu'on leur demandait vraiment est-ce que vous avez fait la guerre ou est-ce que vous êtes en vacances. Il y avait des parties de cartes et puis on passait des bonnes soirées. Ils étaient un peu insouciants, hein, c'était les 17, 18, 19 ans, l'ennemi un peu loin, qu'est-ce qui peut se passer? Et puis après le combat du col du Midi, on va renforcer considérablement l'effectif, l'armement avec du bazooka. Alors le bazooka en montagne est très utile, les Allemands utilisaient le Panzerfaust, c'est une arme anti-char à un coup, parce que contre des fortins en neige bien dure, c'est très efficace. On va aussi monter du mortier et de la mitrailleuse. Voilà la mitrailleuse de 30, alors vous la regardez bien parce que c'était la seule que le bataillon avait quand même. De mitrailleuse américaine au Montanvert. Alors, la section qui est connue, qui nous intéresse aussi, c'est la section Rachel. Le lieutenant Rachel va créer à Annecy une section avec des jeunes du club alpin français. Il va les instruire. Alors, ça va venir du bassin annécien, de Thône, même un peu plus haut d'Annemasse. Et il va former une section, là on les voit à l'entraînement à Annecy, dans le quartier de Galbert. Alors, les grandes robes de chambre, hein, ils ne vont pas se coucher, mais ce sont des grandes gandouras blanches pour le camouflage qui est très utile.
Il va former sa section pendant 2 mois, et puis il va arriver au mois de novembre, ils vont les envoyer au Contamine pour monter, occuper la fenêtre 6. La fenêtre 6, c'est une cabane de chantier qui donne sur la galerie d'alimentation en eau, depuis Trait-la-Tête jusqu'au barrage de la Girotte. Alors ils vont monter dans un téléphérique, alors ça c'est le grand confort hein, par rapport à celui de tout à l'heure, ils vont monter occuper là-haut eh bien, pendant 2 mois cette position. Alors parmi eux, il y en a un qui va se faire appeler Jésus, enfin qu'on va appeler Jésus, et ça va lui coller toute sa vie. Et Jésus, parce qu'un jour, en venant de patrouille, des copains ne l'auront pas reconnu avec les autres, ils vont ouvrir le feu, et lui, il a tellement cru qu'il est resté qu'il a dit « c'est petit Jésus qui m'a protégé ». Et depuis, dans la section, on l'appelait Jésus. Donc quand tout à l'heure on parlera de lui, on parlera de Jésus. Et à la Clusaz où il était origine, tout le monde le connaissait sous le nom de Jésus. Alors la section Rachel, elle va venir occuper Chamonix, elle va aller à l'hôtel Richemont, et les sections des clairs-obscurs vont monter tour à tour, occuper le col du Midi. Et puis du col du Midi, on va lancer des reconnaissances et bien sur la frontière, parce qu'on veut voir ce qui se passe. Alors vous voyez, là on a une longue vue, on observe, on note les déplacements. Alors c'est vrai que pour descendre, pour aller du col du Midi au col du Géant, ça descend un peu, pour remonter c'est un peu plus dur, mais enfin, ce ne sont pas des courses bien dures pour des hommes un peu entraînés. Et de là-haut, voilà ce qu'ils regardent. Ça c'est une photo qui vient de chez Jeannot Forain. Regardez, on voit bien la vallée de Courmayeur, avec les positions, avec des croix gammées, qui sont dessinées, c'est-à-dire que l'ennemi est repéré là, l'ennemi est repéré là. Dans le livre, j'ai mis tous les rapports. Les rapports disent tant d'hommes là, tant d'hommes bougent là, il se passe ci, il se passe ça. Et alors, Rachel a une idée, il faut réoccuper Torino. Et là, on a un descriptif de l'état de Torino en 1944. Il y a de la neige de partout, les matelas sont éventrés, les huisseries sont cassées, mais si on amène des fenêtres, si on ramène des portes, si on amène du charbon, si on amène des couvertures, si on amène un refuge complet, on pourrait le réoccuper. Et de là, observer l'ennemi, peut-être amener de l'artillerie, mais surtout renseigner le petit Saint-Bernard sur ce qui se passe. Alors ce rapport, il fait 2 pages, je l'ai mis en entier, néanmoins, on ne va pas l'écouter. Les effectifs sont trop pauvres pour pouvoir aller tenir ce refuge, et on se bornera à faire des patrouilles. Là, on les voit, ils sont devant Torino, Jacquet et Forain qui sont là, hein, le refuge Torino, et ils observent, c'est là où ils ont pris leur photo. Ça, c'est une photo qui aurait pu faire la couverture. Hein. Moi, je trouve qu'elle a de la gueule aussi. Alors, ce bataillon du Mont-Blanc, eh bien, il va y avoir quelques petits problèmes, car on va noter que dans la vallée de Chamonix, ça se passe pas super bien. La plupart des soldats du bataillon du Mont-Blanc sont, on va dire, ils viennent de l'AS, donc plutôt conservatrices, pas communistes. Par contre, les cadres viennent des FTP, et eux, c'est plutôt d'obédience communiste. Et ce qu'ils aiment un peu, c'est semer un peu le désordre, et puis essayer de faire une sorte de petite révolution. Et on en prend conscience très haut, puisque, bien sûr, je ne vais pas le retrouver, si le 16 février 1945, la mission de liaison et d'inspection mobile d'organisation de l'armée dirigée par un général qui s'appelle Chaban-Delmas, hein, qui n'était pas encore maire de Bordeaux à l'époque, a publié un rapport sur la situation en Haute-Savoie. Je ne vais pas vous lire tout le rapport, mais en 2 mots, ça dit qu'il y a des exactions qui sont faites dans le massif du Chablais, dans le Faucigny, il y a des exécutions sommaires, ça c'est dû au FTP, et que le bataillon du Mont-Blanc, composé à majorité des FTP, ben c'est dangereux de le garder. Oui, mais si on dissout le bataillon du Mont-Blanc, on va libérer ces éléments qui vont retourner chez eux et qui vont encore semer la terreur. Ce qui fait que cette dissolution va être suspendue jusqu'au mois de mars 1945. Donc le bataillon du Mont-Blanc a déjà eu chaud. Hein, on se dit c'est un bataillon qui est un peu douteux. Le bataillon du Mont-Blanc, avec 3 compagnies, va envoyer une compagnie dans le Beaufortin pour tenir le Cormet de Roseland, puisque les troupes qui le tenaient sont parties dans l'est de la France. Donc il commence à s'étirer. Il faut garder les Contamines, il faut garder le massif du Mont-Blanc, il faut garder sur Roseland, il faut garder le col des Balmes, ce qui fait qu'il n'y a plus que nos SES qui bougent. Côté allemand, eh bien, on se rend bien compte que le col du Midi, eh bien, c'est comme une épine dans le pied de leur défense, s'il faut le détruire. Et les Allemands vont monter une opération. Alors l'opération, moi je ne parle pas allemand, mais Himmelfahrt, ça veut dire ascension, mais pas ascension de la montagne, comme la fête de l'ascension. Ils vont lancer une opération en disant on va monter, détruire Torino, et puis on va pousser sur le col du Midi, détruire la rue téléphérique, et aller descendre, détruire le requin. Par contre, le renforcement, là on les voit qui s'entraînent à Courmayeur, avec le capitaine Siegel qui dirige l'opération. L'opération va être minutieusement préparée. D'abord, on veut un appui d'artillerie, ce qui fait qu'on va monter des pièces d'artillerie au Mont-Fréty. Bon, il y a le téléphérique, ça va bien. On va monter, contrairement à ce qu'on a souvent dit, on va monter 2 pièces de 75 mm, pas plus gros, qui seront là-bas au Mont-Fréty.
Les Allemands vont monter en téléphérique sur le mont Fréty, et après, ils vont gagner, eh bien, en plusieurs groupes, le refuge Torino. Alors, il y a un groupe Rocher qui va grimper directement sur Torino par l'arête, eux, ils sont que 7, et puis il y a le groupe Glacier qui va monter par le glacier de Toul et le couloir de Saussure qui est très raide. Alors, il y a les combattants, il y a les porteurs, il y a les jalonneurs. En tout, c'est plus de 150 Allemands, Autrichiens, qui montent là-haut, s'installent. Alors là, on les voit monter, c'est pas forcément pris là-bas. Par contre, la photo vient d'un ancien qui était au col du Midi. Donc, on peut estimer que si c'est pas là-haut, ça y ressemble bien. Là, oui, il y a les pièces d'artillerie de 75 Allemands qui peuvent être au Mont Fréty. En dessous, ce sont des traîneaux, c'est là-dessus qu'on traîne eh bien, l'artillerie sur la neige. Parce que l'armée allemande en 1945, elle est à bout de souffle, c'est comme une armée et une machine de guerre qui est assez importante. Côté français, on a averti parce que la résistance, alors ça c'était marqué dans les livres. Quand je suis allé à Vincennes, j'ai trouvé ça génial. Des renseignements sérieux. Un colonel allemand SS arrive à Courmayeur le 5 février et doit monter au refuge Torino pour attaquer le poste de l'aiguille du Midi. C'est le 10 février 1945, c'est juste avant les combats. Ça, c'est la résistance qui va le transmettre aux italiennes, qui va le transmettre aux Français, et ça va revenir au PC de Chamonix. Et au PC de Chamonix, eh bien, le groupe qui doit monter là-haut pour relever, c'est le groupe du sergent Thévenet, qui doit monter là-haut, occuper le refuge de la cabane Simon, du nom de celui qui est mort en juin 40. Et ils vont monter par le téléphérique, ils vont s'installer là-haut. Alors ce combat du col du Midi, il a été raconté d'abord par le lieutenant Rachel dans la revue Trace, juste après-guerre. On le retrouve dans l'éclaireur ski au combat de Jacques Beul, qui a pris le premier, qui l'a remis. On le retrouve dans la bataille des Alpes de Mabire, qui a pris le premier, et ainsi de suite. Et on en est toujours avec la version officielle qui a été écrite avec la vision du lieutenant. Et ça, ouais, on allait le prendre. Sauf que parmi la bande, il y a un personnage, je ne sais pas s'il a de la famille ici, est-ce qu'il y a de la famille de M. Grebel? On ne va pas m'attaquer, je n'irai pas dans l'arbre. Monsieur Grebel, qui était sergent, a écrit sa vision à lui. Et dans les papiers de Jean Forin, il y a des lettres où ça se chauffe en disant « il est mythomane, il délire, ce qu'il a fait, c'est faux et tout ça ». J'ai dit « ce qu'il a écrit, Grebel, ça se tient, mais pourquoi il écrit ça ?» Et en fin de compte, il avait sa vision à lui. Et donc dans ce combat, on a trois visions. La vision de Rachel et de ses hommes, la vision de Grebel et la vision allemande. Et là maintenant, c'est un peu, c'est une enquête policière. Qui a fait quoi? Qui était où? Ce qui est indéniable, le groupe Thévenet arrive là-haut. Ils ne doivent pas faire de reconnaissance en direction du col du Géant, parce que l'ennemi peut y être et il est fortement armé. Et c'est Grebel qui va pousser Thévenet en disant « Allez, allez, on va voir ce qui se passe ». Ils vont partir à 4 avec Simon et puis Collou. Ils vont aller au col du Gros Rognon. Collou va rester avec son FM. Et les Français vont aller jusqu'au col de Toul. Et en approchant du col de Toul, qu'est-ce qu'ils vont voir? Eh bien, les Allemands en train de monter. Cette fois, c'est l'attaque en force. Il faut vite prévenir les camarades. Vous imaginez, on est là-bas, demi-tour, à ski, on remonte le col du Gros Rognon, on attrape Collou au passage, on file à la cabane Simon, où M. Boson était là. M. Boson, qui était en train de dormir en... Non, c'est pas vrai. C'est pour le réveiller. M. Boson était là, et à la radio, il envoie un message codé en bas au PC. Les heures passent, pas de réponse. Que fait le PC? Le PC, entre le moment de déchiffrer le message et puis d'aller manger, le message était toujours dans un coin. Et là, ils ont rappelé en clair en disant « Mais les Allemands arrivent, il faut faire quelque chose ». Alors là, le commandant du bataillon, eh bien, il a regroupé ce qu'il peut. Mais qu'est-ce qu'il peut? Il n'a pas grand-chose sous la main. Eh bien, le reste de la section Rachel. Section Rachel, il y en a se repose à l'hôtel Richemont. Ils sont là. Les autres sont au Montanvert. Le temps du Montanvert, Monterequin, au col du Midi, ils vont arriver épuisés, ils ne servent à rien. Il reste un groupe, le groupe Jacquet, qui lui est à Montroc, puisqu'il vient juste de faire une reconnaissance au col de Balme. Eh bien, on l'appelle. Sauf que de Montroc à Chamonix, il y a 12 km, et qu'une coulée d'avalanche a coupé la route et coupé la ligne de chemin de fer. Et donc, c'est à ski qui vont descendre pour arriver là. Donc, la reconnaissance au col de Balme, 12 km en plus, ils arrivent là fatigués, mais on leur dit, vous prenez le barda et vous filez au pèlerin et on monte. Et ils vont monter dans la nuit pour arriver en pleine nuit à la cabane Simon. Ils vont s'entasser à la cabane Simon et à l'abri refuge des Cosmiques à côté. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Et Rachel, il dit, on fonce, on monte sur le flambeau et on va tirer sur les Allemands. Alors, les autres sous-officiers disent, attendez, on est fatigué, on ne connaît pas le terrain, c'est verglacé, comment on va monter là-haut? C'est un peu dur. Eh bien, Rachel, il ne veut pas en démordre, il faut aller voir ce qui se passe là-bas, il faut aller attaquer. Alors, on voit là les hommes, c'est pas ce jour-là, mais là, ils montent sur la benne de service de l'aiguille du Midi. Déjà, celle-là, elle était pas mal, hein, mais après, c'est encore pire. Et puis de là-haut, on voit les positions.
Donc, hein, alors moi, les montagnes du coin, je les ai un peu apprises, mais je les ai un peu oubliées. Le flambeau, Monsieur Boson? Non. Non, flambeau? Non. Encore? Les flambeaux, c'est là, oui. D'accord. Et la Vierge, c'est? Tout, c'est à droite. Tout, c'est à droite. Voilà. Donc là, on voit la zone que les Allemands, pour attaquer, il faut qu'ils passent par ce secteur-là, le secteur crevassé, pour remonter. Ça doit être pris un peu du col du Gros Ognon ou sur le Gros Ognon. Et les Françaises décident d'attaquer. 4 groupes. Voilà les 4 groupes. Alors les 4 groupes, on va dire un peu qui y avait dedans, parce que ça a porté confusion. Premier groupe, commandé par le lieutenant Rachel, avec Baz, Boucheny, Champignou, Florin, Genant et Goua. Le deuxième groupe qui doit partir, sergent Jacquet, Frossard, Charlet, Buffet, Liard, Colomb-Clair dit Jésus, et le médecin Lalande. Troisième groupe, sergent Thévenet, Bernot, Collou, François Simon et Udry. Et il y a bien un 4e groupe, comme l'avait dit Grebel, avec lui, Galland et Pouillat. Alors Rachel, lui, en bleu, doit avancer pour voir ce qui se passe. Le deuxième groupe, que l'on voit en rouge, devrait le suivre. Le troisième groupe devrait aller prendre appui au Gros Ognon, et le 4e groupe, idem. Sauf que dans le deuxième groupe, Liard, il ne trouve plus ses chaussures. Et on prend du temps, et les autres sont partis. Et bien à ce moment-là, Thévenet, il fait écoute, moi je suis prêt, je pars. Et du coup, il laisse le troisième groupe en arrière qui va partir avec retard. Ils vont partir en pleine nuit, en direction du col du Gros Ognon. Côté allemand, les Français pensent que les Allemands vont occuper Torino, qu'ils vont se positionner pour attaquer dans 1 ou 2 jours. Ils ne pensent pas que les Allemands, en même temps, vont faire la même chose. Les Allemands devaient partir à 4 h du matin. Mais voilà, la liaison radio avec l'artillerie n'est pas faite. On n'arrive pas à avoir la liaison et le capitaine ne veut pas attaquer sans l'appui de l'artillerie. Mais à 6 h, il faut se résoudre. Il faut y aller, sinon ça va être trop tard. Et les Allemands s'engagent aussi. Alors là va se dérouler la fameuse rencontre. Alors Collou, quand c'est parti, m'en a bien parlé. Alors les premiers groupes vont partir les skis sur l'épaule, parce que la neige porte. Ils vont arriver dans le fond du glacier du Géant, et là, devant eux, le lieutenant va faire arrêter ses hommes, les faire s'asseoir, l'arme est prête à tirer, on plante les skis, on pose les sacs, parce que devant eux, il y a des formes, des monticules qui bougent. Des monticules qui bougent, alors c'est une nuit pas noire, mais il fait bien sombre, hein. On n'y voit pas grand-chose. Des monticules qui bougent, et les autres groupes sont derrière. Pas de chance, c'est sûr que c'est les Allemands. À ce moment-là, arrive le groupe Thévenet à ski. Il fait positionner les hommes à côté de Rachel, on se met en position, on guette. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils pensent buter sur l'avant-garde allemande, en vérité, ils tapent sur l'arrière-garde. L'avant-garde est de chaque côté, atteignant le Gros Ognon et passant sous le pied du Tacul. Ils vont taper dans un énorme U, dans une énorme nasse. À ce moment-là, eh bien, Collou ouvre le feu au fusil mitrailleur et ça se déchaîne de tous côtés. On tire, mais à l'aveuglette, sur qui, sur quoi? Alors Rachel, il pense une chose, allez, on planche sur la bédière, on file sur le requin et on est sauvé. Et oui, mais les 2 autres groupes, plus ceux qui restent au col du Midi, qu'est-ce qu'ils vont devenir? On ne peut pas les abandonner. Eh bien Rachel va décider le repli. On se replie, homme pour homme, comme on peut, on essaie d'organiser le col du Gros Ognon. Et là va se passer une confusion. C'est un qui va demander des munitions à un voisin qui va lui répondre en allemand. L'autre, ils vont se tirer dessus. Forain court, lui, il tombe heureusement sur Rachel. Le mousqueton, il est plein de neige, il faut le nettoyer. Rachel a une arme, une carabine USMA automatique. Il va museler une mitrailleuse allemande. Est-ce qu'il touche les servants? J'en sais rien. Mais il les muselle. Et il court, parce que ce qu'il faut, c'est arriver au col du Gros Ognon, mais surtout gagner ça avant que le soleil arrive. Et aux fesses, vous avez les Allemands. Alors les Allemands, ils ne savent pas trop ce qu'il y a en face. Il y a un peu de flottement, le temps qu'ils se réorganisent, eh bien, ils lancent la poursuite. Pendant ce temps-là, le groupe Jacquet arrive là, il entend tirer, il dit ça sert à rien de descendre, on va tomber dans une nasse. Et au lieu d'aller se mettre vers le Gros Ognon, ils vont se mettre sur le bas qu'on appelle, je crois, la pointe Lachenal maintenant. Juste en bas de ce qui descend du Tacul, ils vont se positionner là. Ils étaient 6, sauf que Jésus, il se perd, et avec le médecin Lalande, qui, d'après les récits, n'était pas vraiment un grand guerrier, eux, ils se replient en direction de l'aiguille du Midi, avec les chargeurs de fusil mitrailleurs. Il reste 4 chargeurs au fusil mitrailleur. Avec ça, vous ne faites pas grand-chose. Néanmoins, ils vont se cacher dans les rochers. Et puis Thévenet qui arrive sur le plateau va tomber sur notre fameux Grebel qui tire une louche avec une mitrailleuse, enfin un fusil mitrailleur qui dit « Replie-toi vite, les Boches sont derrière nous, il faut vite que j'aille prévenir ». Alors il avait ses skis au pied encore, Thévenet, parce qu'il utilisait non la fixation Kandar, mais la longue lanière. Donc pensez bien que le temps de défaire les longues lanières, les Allemands étaient là. Donc il a remonté tout le col du Gros Ognon en poussant sur les bâtons et ses skis, et après tout le plateau jusqu'à l'aiguille du Midi, où là il va prévenir encore M. Boson que l'ennemi arrive. Donc on va mettre en défense le col du Midi, on va sortir les matelas sur le parapet de moellon qui était fait, et puis là on va se positionner. Le Grebel, lui, va se mettre avec le fusil mitrailleur sous les cosmiques. Eux, ils sont positionnés là, et les Français débouchent sur le plateau,
ils commencent à courir, imaginez à 3500 mètres là-haut de courir avec les Allemands aux fesses, eh bien ils vont arriver in extremis l'opposition française alors que les Allemands commencent à ouvrir le feu sur eux. Alors là c'est fait après les combats mais ça illustre, hein. C'est Jeannot qui est là avec son... Ah c'est Marc, pardon, oui. Avec son MAS 36 à crosse pliable. Alors j'ai la chance avec la tenue elle est chez moi maintenant. Bon, je dors pas avec quand même mais ça fait plaisir. Et là, regardez, on voit les matelas qui ont été mis en défense après les combats. Sauf que maintenant, les Allemands, eux, ils sont bloqués au gros oignon et il faut qu'ils débouchent sur quoi? Sur un énorme glacis blanc. Et là, quand ils vont lancer l'attaque, bah, ça va leur faire bizarre. Alors ça, c'est une photo d'entraînement au combat qui peut montrer un peu ce que ça peut être en milieu alpin. Mais voilà, les Allemands sont ici, ils essaient de déboucher, mais dès qu'ils sortent, ils sont cloués sur place. Une tentative là, eh bien, ça les bloque aussi. Et depuis ici, on les allume au fusil mitrailleur. Alors le premier fusil mitrailleur, Colou, il aveugle, lui il est plein de neige. On l'emmène au cosmique pour le démonter, le réchauffer. Il prend celui qui était là, qui traînait, et lui il va ouvrir le feu. Et les Allemands, chaque fois qu'ils vont déboucher, ils vont bloquer. Et dans tous les récits, il est écrit que les Allemands ne peuvent pas déboucher, ils sont bloqués là, et que ici, il y a le fusil mitrailleur servi par Marc Frossard qui va ouvrir le feu, qui va tuer l'officier allemand, ce qui va mettre arrêt à l'opération. En vérité, et grâce au rapport allemand, avec un bon timing, les Allemands voient qu'ils ne peuvent plus déboucher, et bien ils se décident de se replier. Au moment où ils se replient, eh bien les Français vont ouvrir le feu, et effectivement, l'officier allemand va se faire tuer. Malheureusement, les Allemands avaient capturé un Français, Baz. Eh bien, quand les Français vont ouvrir le feu, alors c'est pas que Marc, hein, c'est tous les 4 Français qui tirent, ils tirent sur des hommes en blanc, eh bien ils vont toucher Baz, qui décédera de ses blessures quelques heures après, au moment où il sera libéré. Les Allemands tentent de se replier, toujours sur ce feu français. Il y en a un, alors Novak, il va essayer de monter pour attaquer cette position. Là, c'est l'emplacement où ils étaient, par photo prise après les combats, bien sûr, mais d'où ils tiraient au fusil mitrailleur. Novak va déboucher sur la crête, là, et c'est in extremis qu'on va lui tirer dessus, il va tomber en arrière, on croit qu'on va le tuer, mais en vérité, eh bien, il sera blessé, et il arrivera à rejoindre les lignes allemandes. Là, c'est Baz qui a été tué au combat. Alors, bien sûr, les Français vont avancer, ils vont arriver sur les positions allemandes, ils vont trouver des cadavres, ils vont ramasser Baz mourant qui va mourir entre leurs bras. Alors il y a des renforts qui sont arrivés par le téléphérique, et bien il y en a un des hommes qui va surprendre un Allemand et pris de peur, il va le tuer, qui se rendait. Par contre, on va faire un prisonnier. Néanmoins, les Allemands vont perdre 5 hommes dans cet épisode. Alors là, c'est le corps du capitaine Siegel qui est dans la neige. Et puis là, on voit eh bien, Otmar Novak qui est là, qui est blessé. Alors là, on en a bien parlé, on va avoir une petite vision un peu romanesque de la chose. Très loin, très haut au-dessus des plaines, le poste du col du Midi. 3600 mètres. Mission, surveillance du glacier supérieur du Géant et de la vallée Blanche. Les hommes occupent le refuge qui abritait auparavant les ouvriers du téléphérique en construction. La benne de service assure le ravitaillement, quand elle marche. Le voyage est déjà une aventure car les pannes sont fréquentes. Le poste est alors complètement isolé. Donc là, ce sont tous des figurants qui tournent pour le film, ce ne sont pas des potes. Côté allemand, sur une ligne col des Flambeaux, col du Géant, aiguille Marbré, des petits postes tenus en permanence. Entre les deux, le No Man's Land que les patrouilles vont explorer régulièrement. Ça, c'est le col du Midi. Mais au-delà, derrière les crêtes, que se passe-t-il? C'est l'avion de reconnaissance qui nous le dira. Chaque jour, ces équipages effectuent de vrais tours de force aériens. Avec des avions lents qui plafonnent à 3007, les cols et les aiguilles sont passés de justesse et à quel prix? Pas de parachute, pas d'armement, pas de blindage, pas d'aileron de sécurité. Au gibier pour la flaque. Qu'importe, la mission avant tout. Pour tour, on comptera les trous dans les ailes. Dans ce désert, quelques points, des hommes. Amis ou ennemis? À terre,
leurs camarades les reconnaissent de loin. Mais du haut du ciel. Voici pour le pilote un signe infaillible. On voit bien la cabane avec l'arrivée du téléphérique. Est-ce que c'est Firmin-Quiron qu'on voit ou vous passez pas le nez là? La SNCF. Un dernier passage, un salut à la cabane du col, à ceux qui vont rester seuls à veiller dans la nuit froide des sommets, et l'avion s'enfonce vers la plaine. Française, qui cette nuit-là se heurta à un fort détachement allemand, déporté, écrasé sous le nombre, et se repliait sur le col après 3 heures de combat au corps à corps, dans le noir. À l'aube, un vent glacé se lève, mais les Français retrouvent, avec la lumière du jour, l'avantage d'une position dominante. D'une lutte épuisante, menée à 3600 mètres d'altitude, l'ennemi est refoulé jusqu'au fond du glacier. Quelques heures après, une patrouille de chasseurs Spitfire intervient et mitraille derrière le col du géant les 2 refuges où les Allemands ont établi leur position de résistance. La vallée blanche a retrouvé le silence. Quelques prisonniers sont restés entre nos mains. Sur le glacier, des skis, du matériel, des armes abandonnées. Des cartouches qui ont fait mouche. Et les cadavres ennemis raidis par le gel que la neige, balayée par le vent des cimes, va ensevelir peu à peu.